Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'univers du cerveau et de la performance sportive. Nous avons un invité de marque pour le deuxième épisode, le professeur Édouard Barbet. Professeur Édouard Barbet, bonjour. Bonjour Hassan. Merci d'être avec nous pour la deuxième fois pour parler de la performance sportive et du cerveau. C'est un plaisir et je dois dire que vos émissions, ce que vous mettez en ligne, c'est assez extraordinaire. Je félicite le CNOM. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes, je dirais, chercheur en neurosciences opérationnelles. Et alors, moi, quand j'entends neurosciences opérationnelles, j'aimerais savoir de quoi il s'agit exactement. Effectivement, c'est un terme qui est spécialisé parce qu'il cumule neurosciences et l'opérationnel. Dans la première vidéo, je vous avais expliqué c'était quoi l'opérationnel. C'est l'aérospatial, l'aéronautique, la médecine d'urgence. Pour illustrer mes propos, donc, je vous ai préparé plusieurs images. Donc, d'abord, neurosciences opérationnelles parce qu'elles collent parfaitement avec une discipline qu'on appelle le Human Factors. Et les facteurs humains, il faut l'expliquer, qu'est-ce que c'est en clair? Oui, c'est justement. Une convergence de 4 disciplines, notions scientifiques, la psychologie, la physiologie, l'ergonomie. Dans le cas présent, on parle de neuroergonomie, c'est-à-dire c'est la cartographie du cerveau, on peut mesurer avec des technologies, et la sociologie. Les neurosciences viennent au centre, et comme vous pouvez le voir, elle fait le lien avec justement la psychologie, la physiologie, l'ergonomie. Donc elle fait le lien. Mais comment fait-elle le lien? Permettez-moi de vous présenter un sujet très simple, un stress cognitif intense. Le voilà. Le stress cognitif intense, eh bien on parle de psychologie, vous êtes d'accord Hassan? Maintenant vous allez me dire, oui mais alors comment fait-on le lien? Comment stresse-t-on? Eh bien, sur le plan physiologique, c'est une concentration de 2 neurotransmetteurs, par exemple, comme la dopamine, la noradrénaline, et comme vous voyez, je viens de faire le lien. Après, vous allez me dire, oui, mais alors, comment est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce que vient faire l'ergonomie là-dedans? L'ergonomie, ce qu'elle vient faire, c'est qu'on peut mesurer, et donc on peut voir que le stress, c'est au niveau limbique, et il y a un circuit qui se fait avec le cortex préfrontal. Donc, je fais le lien également ici. Après, vous allez me dire, Hassan, oui, d'accord, mais est-ce qu'il y a des athlètes qui seraient plus exposés au stress ou d'autres moins? Donc là, on va rentrer dans la sociologie. Sociologie égale personne, persona, profil de personnalité. Et effectivement, des athlètes qui ont un vecteur personnel de névroticisme qui est élevé sont exposés au stress. Et vous allez me dire pourquoi. Là, je viens de faire le lien. Je termine le lien en disant pour des raisons physiologiques. En tout cas, merci beaucoup, professeur, parce que vous anticipez sur mes questions. Mais moi, je voudrais revenir sur l'ergonomie cognitive. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de précision? Oui, j'ai précisé ergonomie cognitive parce qu'on a l'ergonomie physique, c'est-à-dire qu'un environnement, l'humain doit s'adapter à son environnement, des postes de commande, mais aujourd'hui, les postes modernes, c'est une approche qui est anthropocentrée. Les postes de commande comme les avions ou dans la médecine d'urgence ou dans les trains sont faits maintenant pour s'adapter aux limites de l'humain. La cognition, l'ergonomie cognitive, on va mesurer ce qu'il se passe dans le cerveau au niveau physiologique, concentration hormonale par l'imagerie ou par l'électroencéphalogramme par rapport à l'électricité et la spectroscopie proche infrarouge par rapport à la circulation de l'oxygène. Professeur Édouard, pour revenir au titre « Le cerveau, un univers au service de la performance sportive », est-ce que vous pourriez donner des précisions sur ce lien et qu'est-ce que vous entendez par univers? C'est très vague. C'est très grand. L'univers est très grand. Je vous le consens. Donc, je pense qu'il mérite qu'on illustre un peu les propos pour qu'on saisisse l'ampleur de ces univers. Alors, je vous invite à prendre un café latte, avec et plaisir. on fait le jeu de mots. Il faut illustrer, il faut savoir un petit peu s'amuser et expliquer. Il y a l'univers céleste que nous partageons tous. Il est énorme. D'accord? C'est 1000 milliards d'années-lumière. Pourquoi je vous parle d'univers? Ça peut songer un petit peu présomptueux. Le professeur Édouard parle du cerveau, mais là, il arrive avec l'univers. On n'est pas là pour faire un cours astronomique et tout. Mais je vais quand même insister que tout est relié et peut conditionner la performance sportive. Il faut partir de très loin
pour arriver exactement, donc du macrocosme au microcosme qui est dans notre cerveau. Dans l'univers, nous avons 1 milliard de galaxies. La nôtre, c'est la Voie lactée. Dans cette Voie lactée, nous avons un système solaire. La Terre, la 3e planète en éloignement, elle tourne autour du Soleil. Jusque-là, je vous suis, Oui. mais j'attends impatiemment le lien avec la performance sportive. Ah, j'y arrive. Je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Je suis patient. Cette Terre, elle tourne sur elle-même. Donc, elle induit un rythme nictéméral. Un rythme, Nictéméral. Ce c'est-à-dire... qu'on appelle le nictémère, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Très bien. Ce que nous ne pouvons pas toucher, sur lequel nous n'avons aucune action, cet univers, les planètes, on le subit, on le vit. Imaginez maintenant, pour répondre à votre question, un athlète qui est complètement désynchronisé sur son cycle de sommeil. Va-t-il pouvoir performer? Certainement que le cycle du sommeil impacte d'une façon... Non seulement il va l'impacter sur sa performance, mais il peut rendre malade les gens avec la maladie. On est bien d'accord. À l'extrême. On est bien d'accord. Donc, ce cerveau, voyez-vous, qu'on peut lier, comment est-ce qu'on va faire ça? Cette Terre qui tourne sur elle-même induit ce qu'on appelle un rythme. Donc, il y a le rythme nictéméral, c'est le nictémère, jour-nuit, à l'intérieur duquel nous avons un cycle circadien. Il ne fait pas tout à fait 24 heures, c'est réglé par l'hypothalamus, dans lequel nous sommes des êtres de sang chaud. Nous sommes des êtres diurnes. Nous ne sommes pas faits pour être actifs la nuit. En effet. Pour le jour. C'est pour ça qu'on dort la nuit. Et nous avons... Pour récupérer et pour aussi réparer aussi le corps de l'intérieur, etc. Voilà. Oui, on est d'accord. Donc, vous voyez l'univers qui est réglé par ce qu'on appelle la galaxie, qui a le système solaire. Ce système solaire régule tout. Si on est complètement désynchronisé par rapport au sommeil, et c'est là où je vous amène, si ce cerveau n'est pas capable de s'autoréguler, eh bien, à ce moment-là, ça ouvre la porte non seulement à la contre-performance, mais à la maladie. Alors, comment ça fonctionne? D'abord, ce soleil, quand la Terre est exposée, on le voit ici sur l'image, on reçoit des photons. C'est pour ça qu'on appelle les photorécepteurs au fond de l'œil. Tout à fait. Donc, l'univers cérébral, nous avons un cerveau, comme vous voyez sur cette image, c'est notre univers à nous. Voilà. Et cet univers à nous, on peut le comparer avec notre cerveau. C'est pas moi qui le fais devant vous. Ce que je vous amène, ce sont 2 équipes de chercheurs, une française, une italienne, dont dans chaque équipe, il y a un spécialiste en astrophysique et un spécialiste en neurochirurgie et en neurobiologie. Donc, professeur Edouard, je vous interromps juste 2 petites secondes. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire que le fonctionnement de notre cerveau est à l'image du fonctionnement de l'univers, en quelque sorte. Oui, et je vais vous en montrer quelques similitudes. D'accord. Et ce sont des recherches scientifiques en neurosciences qui l'ont montré. Tout à fait. D'accord. Les astrophysiciens dans le macrocosme, avec les puissants télescopes, ont été chercher le tout grand. Et puis, au niveau de la neurobiologie et la neurochirurgie, donc scientifique, ils ont fait des coupes, on est dans le microcosme du cerveau, en particulier le cervelet, et ils ont comparé les structures. D'accord. Alors, non seulement c'est le réseau, la structure, la composition, la masse, et le côté perceptible. Donc, on a un cerveau microcosme, on a l'univers macrocosme, donc c'est les 2 univers ensemble. Nous avons 86 milliards de neurones. Nos neurones sont liés... Professeur Edouard, je rappelle, 86 milliards de neurones. Les neurones, ce sont ce qu'on appelle les cellules nerveuses, les cellules qu'on retrouve essentiellement dans le cerveau. Exactement, et elles ne sont pas toutes seules. Il y en a autant qu'on appelle des cellules gliales, dont les astrocytes, c'est de nourrir les neurones. On a les oligodendrocytes pour les tenir, et puis on a les microglies pour nettoyer, le nettoyage. Très bien. Ces neurones sont fixés par des nœuds, c'est-à-dire des axones. C'est des filaments. Dans notre cerveau, nous avons 60% d'eau. Nous avons 30% de neurones, c'est ce qu'on a. Et puis 5%, c'est ce que l'on peut, par nos sens. 95%, c'est, on ne le voit pas, comment fonctionnent les neurones. On peut voir avec des microscopes et tout ça.
Mais j'entends, ça reste très undercover. Si on prend maintenant la comparaison, regardez bien, c'est 100 milliards de galaxies, donc c'est comme les neurones. Elles sont liées, les galaxies, par des filaments, je vais vous le montrer à la prochaine diapo. C'est 60% d'eau, mais eux, c'est 70% d'énergie noire. 30% c'est des galaxies, nous c'est 30% des neurones. Et puis 5% de l'horizon universel que l'on peut contempler avec la technologie, c'est 5%. Le reste, 95%, c'est de la théorie. Et voilà l'image à gauche, vous avez l'endo-univers, ce sont nos neurones, vous voyez avec des fils, et vous avez le micro-univers, le macro-univers, pardon, où vous voyez les filaments des galaxies. Et donc on voit pratiquement une ressemblance entre les connexions neuronales Absolument. et puis les connexions des galaxies. Oui. Et donc, si on pose la question, cet endo-univers, ce microcosme, de qui le détient-on? Probablement du divin. Alors, voyez-vous, maintenant, je termine bientôt. Cette voie lactée qui est énorme, vous me voyez pas venir, tu dis, bon, mais qu'est-ce qu'il va me raconter là? Vous voyez que je viens avec le cerveau, que je dis, c'est un univers. Eh bien, ce café latte, il a toute sa raison, c'est qu'imaginez que vous êtes dans un café, puis vous brassez votre café latte avec une cuillère, dépendamment de l'angle, dépendamment de la température, la composition. Si vous le refaites 2 heures plus tard ou le jour d'après, ça sera jamais la même matière. Tout a bougé à l'intérieur. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'univers, mais c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. Votre cerveau, en fonction de ce que je vous ai dit, a déjà changé par la neuroplasticité. Et moi qui croyais que j'étais vraiment invité à prendre un café latte avec vous. Ah, il fallait l'imaginer. C'est l'imagerie, c'est l'athlétisme. Mais je reviens à cette... j'ai une question un peu naïve. Vous parlez du cerveau et son lien avec l'univers. Mais quand je représente le cerveau, ma question est très naïve. Notre cerveau, il est enfermé dans une boîte crânienne. Comment expliquer cette connexion? Est-ce que notre cerveau n'est pas un peu coupé aussi de cet univers? Alors, non seulement votre question, elle n'est pas naïve, mais elle est d'actualité et elle tombe à point nommé. Je vous en remercie. Très bien. D'abord, nous communiquons avec l'univers que nous partageons est le nôtre, dans notre tête, grâce à de l'énergie. C'est-à-dire, c'est comme je vous ai parlé des photons pour le visuel. Oui. Nous avons donc un univers spectral qui nous envoie des signaux. Donc, nous sommes stimulés. On le voit sur l'image, quelqu'un qui va décoller un avion ou une fusée, il va le voir, il va l'entendre et il va sentir les vibrations. Tout ça, c'est de la stimulation, c'est ce qu'on appelle des stimuli sensoriels. Ce sont des signaux envoyés. Voilà, c'est ce que nous captés percevons. par notre cerveau. Oui, mais sachez que, par exemple, sur tout le spectre visuel, nous percevons que 0,0035%. Ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que ce qu'on perçoit par nos yeux représente cette fraction. Ouais. Mais le reste, il est perçu comment? Parce qu'on est dans l'ultraviolet ou l'infrarouge, l'œil humain ne peut pas le percevoir. D'accord. Donc, si vous voulez, il y avait l'ancienne école qui dit, en fait, nous percevons le monde tel qu'il est. C'est faux. Le cerveau, il est enfoui dans notre tête, mais il est isolé. Il y a les yeux, les capteurs, qui amènent l'information. Donc, tout ce qui se passe dans votre cerveau, c'est un construit. Donc, votre cerveau, il imagine le monde à partir de ses capteurs sensoriels. Donc, s'il imagine le monde à partir de ses capteurs, est-ce que ça nous laisse libre arbitre au niveau de l'interprétation? Ou est-ce que l'interprétation se fait par rapport aux images emmagasinées ou par rapport aux références propres à chacun? C'est les références propres à chacun. Et c'est là que, quand on parle de représentation mentale, dans une des diapos de cette présentation, je vais vous la montrer, mais la représentation mentale, si vous voulez, cette représentation, les frontières sont délimitées par la raison ou peut-être pas. Nous avons des cerveaux sains, nous avons des cerveaux qui peuvent être névrotiques et des cerveaux qui sont psychotiques. Donc c'est libre à chacun, nous avons la façon dont nous percevons le monde. Effectivement. Donc là, vous avez à gauche un spectre audible entre 20 et 20 000 Hz, puis vous avez le spectre visible, à peu près 400 nanomètres, et vous avez les cortex qui sont intéressés dans le cerveau où ils vont capter. Donc,
deux univers, le grand univers que nous partageons tous, mais le nôtre, et nous avons des similitudes et nous partageons. Donc, je vous arrive avec le terme, selon ma théorie, nous avons un exo-univers dans lequel nous partageons notre vie, et nous avons un endo-univers qui est propre à nous. Et ma question simple, et pour que je comprenne tout le développement que vous venez d'exposer, à quoi notre cerveau est-il réellement connecté? Il est connecté, comme l'on voit sur cette image, donc entre l'exo et l'endo, avec des ondes électromagnétiques. Et donc, l'analogie, je vais le faire avec une chaise, pour qu'on comprenne. Il faut illustrer, parce que c'est assez abstrait. Votre cerveau, à la naissance, il y a des modèles mentaux qui sont faits. On est capable de percevoir, il y a des neurones qui codent pour ce qui est vertical, ce qui code ce qui est horizontal, ce qui code ce qui est oblique. C'est exactement la même chose dans la lecture. Comment est-ce qu'on peut détecter si c'est un B, un D, un A? C'est parce qu'il y a des neurones spécialisés pour chaque forme. Vous voyez ici une excitation, donc un stimuli. On voit quelques traits. Eh bien, si l'enfant a appris, parce qu'il faut qu'il sache que c'est une chaise, au départ, il ne le sait pas. Et c'est exactement, par exemple, là, vous ouvrez une porte sur l'IA, l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, il faut lui montrer plusieurs fois pour qu'elle comprenne ce que c'est une chaise. D'ailleurs, on va en reparler avec vous sur la relation entre le cerveau et l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Comment elle peut impacter la préparation ou l'entraînement mental de nos sportifs de haut niveau. Exact. On va y revenir. Exactement. Donc, si vous montrez un lapin à un enfant, il ne sait pas ce que c'est la première fois. Après, vous lui dites, c'est un lapin, il n'y a pas besoin d'y dire deux fois. La prochaine fois, il va dire, c'est un lapin. D'accord. Donc, si on revient ici, vous l'avez perçu, c'est 5%, c'est l'essence. Après ça, votre cerveau, il intellectualise et il dit, c'est une chaise. Ça, c'est le travail des 95%, c'est l'interprétation, c'est le système neuronal. Mais imaginez maintenant que vous fermez les yeux, vous pouvez même imaginer une chaise, et c'est là que devient artistique. Donc, on peut percevoir quelque chose, on a les neurones, c'est 5%, le 95% nous donne la réponse, mais c'est une chaise, mais de par votre propre univers, votre propre cerveau, vous pouvez avoir aucune acuité visuelle, fermer les yeux et inventer la chaise que vous voulez. Ça veut dire que là, on bascule dans ce qu'on appelle la visualisation mentale. Exactement. Et dans la visualisation mentale, il y a un certain retard au niveau scientifique. Il faut pousser beaucoup plus loin parce que dans l'imagerie, il y a des personnes qui sont douées pour avoir des imageries très fortes. On parle de 5%. 94% des personnes peuvent faire des images et 1% ne sont pas capables de faire des images. On parle de la fantaisie, mais c'est un autre sujet qu'on pourrait y revenir. Pour rester dans notre propos, le cerveau n'essaye donc pas de reconstituer le monde extérieur, mais de l'interpréter au sein de son réseau de neurones. Voyez-vous? Alors, cet environnement, ce cerveau, cet univers, est horrible. Il fait chaud. On a l'habitude d'avoir une température, quand on a 38,5, on dit, bon, on commence à faire de la fièvre. Mais les zones centrales du cerveau, ça monte à 40,9, et c'est normal. Alors que nous, la moyenne, c'est 37,8. C'est très humide, je vous l'ai dit, c'est 70%. Il y a beaucoup d'interférences électriques. Ce sont des mesures qui ont été faites au laboratoire? Ah, tout à fait. D'accord. Ça, c'est clair. Et puis, il y a beaucoup d'activités électriques, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, Hassan, notre univers, la médecine contemporaine et conventionnelle dit, ouais, dans le fond, notre cerveau, c'est une machine à fabriquer la conscience. Non, non. Notre cerveau, c'est un transistor également. Il le perçoit. Et ça, c'est très important, même dans des travaux comme le TCI de Cloninger. Donc, quand on parle des tempéraments, des caractères, c'est là-dessus qu'il faut travailler si on veut optimiser le pouvoir des athlètes. On parle de la self-transcendence. Comme je vous l'ai dit à la première vidéo, nous vivons des moments très difficiles, des conflits géopolitiques, etc. Mais nous sommes une société, aujourd'hui, nous sommes focalisés sur des besoins mercantiles. Les valeurs,
et des biens. Et nous laissons un petit peu de côté ce que l'on appelle, le terme exact, c'est le spirituel. Et ce besoin spirituel, je vous l'ai déjà dit, il est non seulement fondamental, universel et naturel. Et c'est ce besoin-là, la religion, par exemple, est une des réponses à ce besoin, mais la self-transcendance, c'est-à-dire d'être capable d'être ouvert, et on le trouve par la méditation, par les techniques d'imagerie, on peut s'apercevoir finalement que on a plus grand que soi. L'univers est plus grand que soi-même, mais quelque part aussi, ça permet de dissoudre son ego, c'est un autre sujet, l'ego, et de s'apercevoir qu'on vaut bien plus que l'on pense, parce que c'est nous qui nous mettons des limites, nous-mêmes. Donc, j'ouvre une porte ici, c'est qu'il y a encore une autre branche qui arrive. C'est pas seulement la neuroscience, n'est-ce pas? Il y a la neurocardiologie. La Cardiologie. Cardiologie. Oui. Ça veut dire que le cœur aussi contient des neurones, c'est ça? Oui. Alors, il est petit, Oui. 40 000. Les intestins, 200 millions. Vous voyez? Nous, 86 milliards. Ouais. On parle souvent du ventre comme le deuxième cerveau. C'est le deuxième cerveau et le cœur est le petit cerveau. D'accord. Mais ce petit cerveau, le cerveau lui-même, il a que quelques femtotesla. Rien. Le cœur, c'est du picotesla. Il est 5000 fois plus fort en énergie que le cerveau. Il y a plus d'informations qui viennent du cœur que le cerveau va au cœur. Donc, professeur Edouard, si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire que nous avons le cerveau et les connexions neuronales que nous avons dans le cerveau qui est dans la boîte crânienne, mais également il y a le deuxième cerveau qui est le ventre qui contient aussi les intestins qui contiennent des neurones, mais aussi le cœur qui contient des neurones, et tout ça forme, je dirais, le grand cerveau, si je puis dire. Alors, ça forme un cerveau, on va dire, augmenté. Et juste pour vous donner une idée, pour illustrer, le champ magnétique du cœur, il se projette jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50 au-delà de son corps. Et ça, c'est une chose qui est absolument extraordinaire et malheureusement très peu connue. Professeur, quand vous dites le champ magnétique du cœur se projette à 3 mètres, je dirais, est-ce qu'il y a des études scientifiques qui l'ont prouvé? Oui. D'accord. Oui. On peut même dire, par exemple, dans le cadre des blessures des athlètes, des blessures qui sont sévères, on met un disque, un anneau, et la jambe passe au travers, au niveau du genou, avec une puissante arthrose, par exemple, et on fait des ondes électromagnétiques, mais qui sont combinées avec la pulsation cardiaque, et on a trouvé, c'est en Allemagne, beaucoup de progrès par rapport à ça. Juste pour vous donner une idée, il y a une dame aux États-Unis, âgée, qui allait mourir, et ça a donné, synchronicité, qu'un jeune motard a eu un accident, il est décédé. Ils lui ont retiré le cœur et les poumons. Et ils ont pu greffer ça à la personne. Aux États-Unis, les gens, ils donnent leur accord pour, quand il y a un accident, le don d'organes. Alors, on a le don d'organes, comme au Canada, aux États-Unis, puis certains pays, c'est... Il y a beaucoup de pays qui le font, mais ça se fait pas systématiquement, c'est selon la volonté de la personne qui décède dans un accident, qu'on précise aux personnes qui nous regardent. Oui, et cette dame se plaint qu'elle fait des rêves qui ne lui appartiennent pas. Alors qu'elle a eu une greffe de cœur. Oui. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une mémoire qui arrive. Exactement. Et donc, je vous ai parlé de ce rite nictéméral, je vous ai dit, il est important. Je vous ai dit aussi, oui, mais attention, il faut que, quand on arrive, quand on se réveille, eh bien, il y a à la fois une merveille et un mystère. Lorsqu'on ouvre les yeux, alhamdoulilah, eh bien... J'ai pas entendu. Quand on ouvre les yeux... Alhamdoulilah. Ça veut dire quoi, alhamdoulilah pour vous? Grâce à Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, hein. Ouais. Et quand on referme les yeux, on perd la conscience le soir en s'endormant, eh bien, on va les rouvrir, Inch'Allah. N'est-ce pas? Rien n'est gagné. D'ailleurs, il prend notre âme la nuit pour nous la remettre le lendemain. Ça, oui, c'est important de tenir compte de ça. Vous êtes en train de dire, que le cerveau met l'univers en entier et tout ça, je dirais, c'est grâce à la puissance divine et... Oui, et dans le Coran, on parle de la poitrine. Tout à fait. Et dans la poitrine, il y a le cœur. Oui, complètement. Et puis il y a le toupet.
complètement. Je suis exactement en train. Donc on peut dire que les grands principes de la neuroscience et le Coran, c'est là où les notions convergent. D'accord. Donc on parle de spiritualité. Tout à fait. Nous sommes en train de perdre le côté spirituel. Et c'est pourtant là-dessus qu'on peut le gagner. C'est le bien-être avec soi-même. Je suis pas juste ici pour expliquer comment les neurones fonctionnent. C'est de passer des vrais messages. Là, on est en train de parler de spiritualité, on est en train de parler du divin, et puis la connexion avec notre univers et avec notre cerveau, et avec notre force mentale, en quelque sorte. Cette force, c'est à nous de la développer. J'ai entendu tout à l'heure, vous disiez, il n'y a pas de limite, c'est nous qui nous imposons la limite. Oui. Alors, est-ce que, pour revenir aux sportifs de haut niveau, est-ce que le potentiel mental des sportifs est je dirais, sans limite, ou est-ce qu'il y a une limite quelque part? Il est sans limite. D'accord. Comment on peut l'expliquer? Comment on peut faire prendre conscience à un sportif de haut niveau que la limite de son mental, c'est celle qu'il s'impose lui-même? Comment on peut lui expliquer? Dans quelques diapos. Très bien, très bien. Voyons la conscience. Voyez-vous, cet exo-univers, donc cet grand univers dont nous partageons, il a la conscience extérieure. Ce cerveau que vous voyez sur l'image, en fait, dans les études neurosciences, à travers le coma, donc des gens qui sont réveillés, des études très sérieuses comme le Coma Center de Liège avec le professeur Stephen Lorey, nous avons ici une activité frontale et temporopariétale qui va simultanément travailler, et ça c'est la conscience du monde extérieur, ce qui nous entoure. D'accord. Et nous avons aussi, plus rentré dans le crâne, avec des fonctions au niveau du striatum, le thalamus, l'hypothalamus, nous avons la conscience de notre monde intérieur. Cette petite voix, là où on fait nos stratégies, eh bien, nous avons deux réseaux de conscience. Donc, on peut bien parler de exo-univers et endo-univers. Donc, nous avons tous un endo-univers. Donc, cette conscience, c'est un flux d'images. À partir du moment qu'on ouvre les yeux, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Donc, ce rythme nictéméral, maintenant, je vais le conclure pour qu'on comprenne bien pourquoi je suis parti d'un univers en passant jusqu'au tournant des planètes avec la Terre qui tourne, et pourquoi c'est important. Si on ne tient pas compte de cette notion dont on n'a pas le contrôle, nous allons nulle part, même à la maladie. Regardez cette image, la Terre tourne comme une ballerine sur elle-même. Tout à fait. D'accord? Donc, les cellules ganglionnaires à la mélanopsine, c'est une structure que nous avons au fond de la rétine. Voilà ce qu'elle fait, c'est l'œil. Les yeux ne sont pas les fenêtres de l'âme, dit-on. Eh bien, toute cette énergie qui va arriver à l'œil, que l'on voit ici, voilà comment ça fonctionne. Vous avez, lorsque le soleil se couche, donc je parle bien de la Terre qui va arriver pour la nuit. Tout à fait. Regardez bien l'image qui se passe. Il y a une activation de deux neurotransmetteurs, la mélatonine et le cortisol. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Exactement. Elle a un pic à 3 heures du matin, elle redescend pour s'effondrer, tandis que le cortisol va monter. Va monter, tout à fait. Et la température la plus basse, température centrale corporelle, en fin de nuit. Et donc, c'est là qu'on prend conscience, qu'on va ouvrir les yeux le jour. Donc, cette notion de cycle circadien, elle est importante parce que c'est l'équilibre principal. Un athlète qui n'a pas une hygiène de sommeil régulée, et là, on peut parler de décalage horaire. Un athlète qui doit faire une compétition majeure à l'autre côté du globe, il induit un avion. L'avion est le seul mode de transport qui va très vite, qui traverse plus de 3 fuseaux horaires très rapidement, mais qui nous induit le décalage horaire, le jet lag. Donc, il y a une préparation pour un athlète. Donc, professeur Édouard, je voudrais juste revenir sur cette, je dirais, similitude ou cette cohérence que notre cerveau doit avoir avec aussi l'organisation de l'univers. Oui. Et ça me fait penser à quelque chose de très important. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes sportifs qui sont accros à leur smartphone, à leurs écrans, et qu'ils passent beaucoup de temps la nuit à regarder des écrans bleus. Est-ce que ça vient perturber justement cette organisation de notre cerveau et cette cohérence avec l'univers, en quelque sorte? Ah ben, il désynchronise totalement.
D'accord. En fait, il y a des travaux ça c'est une découverte qui a été faite par la NASA Oui. lorsqu'ils ont projeté les missions sur la planète Mars et ils ont un petit peu regardé le spectre visuel et la lumière bleue, ce qu'on appelle le bleu, il vient renforcer la vigilance, donc une activité cérébrale, donc qui est quasiment à l'éveil, ce qui nous empêche de dormir. Donc, est-ce que ça vient aussi perturber la sécrétion de la mélatonine et que le sommeil est perturbé et ça impacte après sur la récupération, voire aussi ça impacte la santé? Et pas que. Donc, quand on parle des hormones, je vous ai mis juste la mélatonine et puis le cortisol, mais nous avons 150 hormones qui régissent le cycle du sommeil quand même. Et donc, ce côté-là, c'est clair que ce que vous me dites, quand on est sans arrêt sur des tablettes ou avec la technologie, la lumière bleue, elle vient perturber complètement. Donc, un athlète, il doit se réguler. Et juste pour vous donner un exemple, la Terre qui tourne, vous allez me dire, elle le fait tout le temps la même chose. Ben non. Le 21 juin, c'est le jour le plus long, le 21 décembre, c'est le jour le plus court. Il y a 9 heures. Et ça, 9 heures, c'est à nos latitudes. Quand vous allez dans le Grand Nord, c'est peut-être pendant 3 semaines le jour ou 3 semaines la nuit. Il y a des gens qui souffrent de ça. Mais pour revenir à ça, juste monter simplement un hypnogramme du sommeil. La nuit, qu'est-ce qu'on fait quand on dort? Ben, on plonge dans le sommeil. C'est comme dans une piscine. On remonte, on sort pas de la piscine. On prend de l'air, on redescend, on remonte, on reprend de l'air, on monte, on descend. Quand on prend de l'air, le cycle du sommeil. C'est un hypnogramme. On fait 4 à 5 fois ça durant la nuit. D'accord. Lorsqu'on prend de l'air pour replonger, c'est le sommeil paradoxal. Alors, je vous ai montré ici sur cette image juste un schéma, voilà. Nous avons d'abord un cerveau en éveil, et on voit une image à droite qui sort de l'imagerie, qui est très activée. Alors, je vous dis tout de suite, le cerveau ne dort jamais. Regardez le sommeil profond, on appelle le non-rapid eye movement, il est très actif. Et puis, nous avons le rapid eye movement, le rêve. Alors, le rêve, est-ce que c'est dans le cycle du sommeil paradoxal? Oui. Le reste, c'est dans le sommeil, quand vous parlez du sommeil profond, c'est le sommeil récupérateur? C'est le sommeil récupérateur. La première partie de la nuit, elle est faite pour récupérer physiquement. La deuxième partie de la nuit est faite pour récupérer cognitivement. Et par exemple, si je vous mets le sommeil paradoxal sur un hypnogramme le long de la nuit, on va dire comme un petit drapeau marocain, eh bien, plus on avance dans la nuit, plus le drapeau s'élargit. D'accord. Si vous dormez la nuit, c'est le sommeil le plus récupérateur. Alors, pour faire le lien avec le cerveau, si j'ai bien compris, même quand on dort la nuit, notre cerveau, il continue à fonctionner. Oui. Il est toujours en mouvement, il est toujours en action, il ne s'arrête jamais. Non. On va le voir ici. D'accord. On va parler du sommeil, donc là on est dans le sommeil profond. Eh bien, nous allons remonter dans le sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal nous amène dans le rêve. Dans le rêve. Ce rêve, eh bien, ce sont des images, c'est un vécu, ce sont des phases qui sont liées à l'abstrait, aux hallucinations, mais dans les portes de l'intérieur, il y a un sujet par lui-même. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails, on va sortir vraiment du On peut sujet. faire une autre émission, une autre visio que pour le sommeil et les rêves et l'interprétation peut-être des rêves, parce qu'il y a des sportifs qui rêvent beaucoup. Alors, il y a l'interprétation des rêves, effectivement. D'accord. Ce qu'on appelle les portes de l'intérieur. D'accord. Je vous laisse finir. Sinon, on va déraper. Je vous laisse finir. Très bien. Donc là, on est dans le rêve. Quand on est en état d'éveil, le stade d'éveil, on a les ondes gamma quand on est un peu excité, ou le stade paradoxal. Donc, pour moi, lorsqu'on est en éveil, eh bien, c'est comme un sommeil paradoxal, mais qui est activé par nos sens, contrairement à un sommeil paradoxal la nuit, où c'est purement imaginaire. Et ça ouvre la porte à l'imagerie. On prend l'autre schéma maintenant. J'y arrive. Regardez l'éveil. Je suis un peu curieux d'aller vers quel est le lien avec la performance sportive, avec nos sportifs de haut niveau. Nous y sommes. Là. Je vous suis, professeur, regardez, je vous suis. Nous arrivons avec ce qu'on appelle, ce qui serait le sommeil paradoxal. D'accord. Très bien. J'ai pas les yeux ouverts, je ferme les yeux. Donc je visualise. Tout à fait. Il y avait une étape où mes yeux étaient fermés, mais ils bougeaient beaucoup. Mais là, je suis dans le sommeil, je dors. Mais vous pouvez aussi vous couper du monde. Et puis, rien que les yeux fermés, vous avez un état qui est très activé. Et qu'est-ce que vous allez faire?
eh bien là, c'est 100% vos neurones qui fonctionnent. Il n'y a aucun sens. Vous vous êtes coupé du monde, les yeux sont fermés. Donc on est dans la préparation mentale, on est dans l'imagerie. D'accord. Et alors, professeur, Eh bien voilà ce qui se passe. Oui. Est-ce que dans cette phase, on peut aussi volontairement programmer notre cerveau? Mais c'est à ce stade-là qu'il faut programmer. D'accord. Parce que quand on arrive à se relaxer, qu'on est tombé aux ondes alpha, n'est-ce pas? Eh bien, regardez l'image. C'est là qu'on se prépare à l'action. Parfait. Et donc, il faut avoir un état relaxé, mais cet état, il est très important. C'est là où il y a une notion que il y a vraiment un besoin de travailler très fort sur la préparation mentale. Et ça, c'est comme on appelle la fantaisie, un hyperaphantasique ou hypophantasique. C'est cette capacité à se créer des images. Et c'est une corrélation entre les aires visuelles primaires et le cortex préfrontal. Et c'est là qu'il faut visualiser. Mais quand on est fort dans la visualisation, on entraîne non seulement le cortex occipital, on arrive à faire démarrer le système limbique pour mettre l'émotion qui va avec. Tout à fait. Et la synchronicité pour visualiser locomoteur. On a des parties ici au niveau du cerveau, locomoteur, pour l'imagerie. Donc c'est un complément entre la visualisation, ce qu'on doit faire, l'émotion qui va avec, plus le locomoteur. Et si on met les gens sur des technologies d'électroencéphalogramme ou par l'imagerie, que vous ayez les yeux ouverts ou les yeux fermés, le travail dans le cerveau est similaire. D'accord. Donc, si je dois résumer rapidement, respiration pour se détendre, relaxation, et puis on passe à la visualisation. Imagerie. Ou l'imagerie mentale. Mais ça revient en quelque sorte à la visualisation. Je visualise les choses. Et cette visualisation, il faut y associer l'émotion pour qu'elle soit encore plus impactante et plus forte. Générateur. C'est le générateur. Et le système moteur, locomoteur, eh bien, c'est le coordinateur. Quand on voit une personne qui se prépare et qu'on l'a sous des technologies d'imagerie, le muscle travaille pareil, même si vous ne faites pas le geste. Tout à fait. En tout cas, il y a des expériences qui ont été faites pour montrer qu'un groupe qui fait que de l'entraînement technique, qui est un groupe qui fait de l'entraînement technique, mais de la visualisation et de l'imagerie mentale, peut améliorer ses performances de 30 à 40%. Bon, il faudrait 3 séances minimum par semaine, entre 15 et 17 minutes et une trentaine de séquences. Bien sûr. Après, il faut c'est comme la méditation, ça prend beaucoup d'entraînement. Après, il faut un protocole. Et c'est pour ça, d'ailleurs, par moment, on ne parle plus de la préparation mentale, mais on parle de l'entraînement mental. Oui. Hein, quelque chose qu'il faut répéter. Alors, justement, moi, ça me ramène toujours au potentiel des sportifs de haut niveau et comment, en quelque sorte, ou jusqu'à où peut aller réellement ce potentiel du cerveau de l'athlète? Très loin. Et quand très loin. D'accord. Comment on peut ouvrir ce champ, je dirais, de l'infini? Par une analogie. Très bien. C'est-à-dire? Ça va vous coûter 520 millions de dollars, d'euros. Écoutez, à vous de choisir la devise, dollar ou euro? Euro. Très bien. Pour que ceux qui nous suivent comprennent, il faut faire une comparaison entre le cerveau, cette capacité que nous avons, ce potentiel, et la technologie que nous avons aujourd'hui. Donc, pourquoi je vous parle de 520 millions? Je suis encore plus précis que ça. Très bien. Ça va vous coûter 20 millions pour le stockage et 500 millions pour le traitement. Très bien, je prends. Comment est-ce qu'on y arrive? Allez. On est parti. D'abord, la capacité de stockage de notre cerveau. Vous voyez, quand on prend un neurone, il y a une conductibilité qui est électrique. Tout à fait. Et puis après, elle va passer à l'autre neurone, à la synapse, par rapport à une conductibilité chimique, qui sont les neurotransmetteurs. D'accord. Ce qu'on appelle les connexions neuronales. Très bien. Maintenant, on prend une synapse. Une seule. Ça a été mesuré. D'accord. Donc, une étude américaine très sérieuse qui a été faite, vous le verrez tout à l'heure. C'est 4,7 octets, une synapse. 4,7 octets. Alors, pour rappeler aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est qu'un octet? Un octet, c'est simplement comme des bytes, c'est des petites unités informatiques, des 1 et des 0. D'accord. Mais comme on a 1 million de milliards de synapses,
Ouais. nous avons 2,5 pétaoctets. Alors là, vous allez me dire, mais que ça vaut quoi? Ouais. Je vais vous répondre et de façon précise. C'est bien, vous anticipez sur mes questions. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Eh bien, d'abord, il faut aussi savoir que quand on rentre dans le connectome du cerveau, il faut être à l'aise avec les puissances et les zéros, c'est 10,69 millions de probabilités où va une information dans le cerveau. C'est un univers. On y est toujours. J'ai envie de dire, c'est l'ordinateur le plus puissant que l'être humain n'a pas encore... Nous y sommes. D'accord. Si on prend, qu'est-ce que c'est 2,5 pétaoctets? C'est 3 millions d'heures de vidéos. D'accord. 3 millions d'heures. Et il va vous falloir 342 ans pour visionner. D'accord. Donc, on dépasse de loin Netflix. Je vais encore plus loin. D'accord. Voyez-vous, une personne qui surfe sur Internet, c'est 50 mégabytes. C'est 1 gigabyte de données par jour. Alors, voilà ce que ça vaut, 2,5 pétaoctets. J'ai essayé de trouver quelque chose qui fait vraiment. Votre cerveau, notre cerveau, quand il est sain, il a été évalué en capacité de stockage de 2,5 pétaoctets. C'est énorme. Si vous prenez la mairie de Paris, vous connaissez Paris, Hassan? Oui, et les élections viennent d'avoir lieu. Oui. Et notre Rachida Dati a perdu les élections. C'est bien dommage. Bon. Elle avait un bon programme. Je ne fais pas de politique. Alors, pour stocker comme le cerveau, ça va prendre 20 millions, ça va prendre 6,6 mégawatts, puis pour stocker les 3500 serveurs, ça prend 760 mètres carrés. Je vous rappelle que notre cerveau, lui, il fait 1500 centimètres cubes, puis ça prend une ampoule de 20 watts. Ouais. Et j'y vais même pire, parce qu'on a toujours le souci de l'IA, la technologie, au niveau de l'écologie. Eh bien, quand on prend un chatbot pour 100 mots, qu'il écrive 100 mots, il va consommer 16 ampoules LED pendant 1 heure, ou il va consommer donc 400 watts, ou 500 millilitres d'eau. Donc, je vous laisse imaginer. Et ça, c'est justement le pétaoctet qu'on voit. C'est étudié au Salk Institute. Et pour appuyer bien fermement la capacité de stockage de ce cerveau, c'est 20 millions d'armoires, 10 milliards de magazines, 600 milliards de pages. Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. C'est immense, c'est incroyable. Et alors, est-ce que je peux aller vers une autre question? Toujours. Alors, j'ai envie de dire, ces capacités que vous partagez avec nous, c'est des capacités, je veux dire, qui sont immenses. Et alors, les limites que nous ressentons, c'est quoi? Ce sont des limites qu'on s'impose? Oui. Ou c'est aussi la capacité de notre cerveau? Je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, parce que dans la notion de limite, avant de naître, donc comme ça, quand on est dans le ventre de notre mère, à partir de la 32e semaine, déjà, il y a bien des choses qui se passent. Donc, quand on arrive au monde, on a déjà un vécu, mais quand on est né, on a un vécu pour arriver jusqu'à l'âge adulte, jeune adulte. Complètement. Dépendamment de la vie que vous avez vécue in vitro, dépendamment de votre éducation ou des traumatismes et votre vécu pendant votre enfance. Parce qu'un enfant, c'est pas un adulte en miniature, c'est un être en développement. Tout à fait. Vous avez déjà là les limites, parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui n'ont pas pu se développer, s'épanouir, et arrivent avec déjà un profil de personnalité, avec des connotations sur, par exemple, les éléments vectoriels tels que le névroticisme, donc avec instabilité émotionnelle, etc., etc. Mais, professeur Edouard, vous faites un lien avec ce qui nous est transmis par ce qu'on appelle la psychogénéalogie, Oui. où vous dites que c'est des choses avec lesquelles nous arrivons comme ça, ou notre cerveau. Alors, on sort un peu du sujet, mais l'enfant, il est anesthésié dans le liquide amniotique, si je peux me permettre de dire anesthésié, Oui. et il ne respire pas, il boit. Il boit. Les poumons respirent plus tard. Ouais. Alors, je vous laisse imaginer aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Je pense que savons de quoi nous parlons. Et les mères qui portent des enfants,
dans quel stress elles se trouvent, Certainement. ou qu'elles sont en train d'accoucher. Et après les années, pensez-vous que nous sommes tous égaux? Certainement qu'il y a beaucoup de transmissions qui sont un peu de l'ordre de l'invisible, si je puis dire. Vous avez déjà là les raisons pourquoi on n'est pas tous égaux. Et quand on veut se lancer dans une carrière, la première chose qu'il faut faire quand on veut sélectionner un athlète, c'est déjà de faire un diagnostic du profil de personnalité et de sa capacité d'infantologie, c'est-à-dire de l'image, et de calibrer ça avec la discipline dans laquelle il veut exceller. Alors, pour revenir aux sportifs de haut niveau et aux athlètes de haut niveau, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des méthodes pour justement enlever ce plafond de verre et repousser les limites de notre cerveau, ou je dirais juste prendre conscience qu'il n'y a pas de limite, et comment développer ce champ étendu devant nous et devant notre cerveau? Est-ce qu'il y a des outils? Alors, quand on dit il n'y a pas de limite, on peut étendre les frontières de l'athlète qui s'est mis. Nous avons non seulement des questionnaires pour diagnostiquer. J'ai conçu un modèle qui s'appelle PERMAN, c'est la performance mentale des athlètes de haut niveau, et tous les outils sont là, sont de neurosciences. Et ils proviennent de l'aérospatiale, de la médecine intensive. Oui. Vous parlez d'outils, vous pouvez nous donner quelques exemples d'outils qui permettent justement de renforcer ou de prendre conscience de les possibilités de notre cerveau? Alors, pour commencer par l'apprentissage, et on a un problème. Aujourd'hui, nous avons une IA qui a décollé comme une fusée. Oui. Donc, c'est une énorme progression. Et il faut vraiment essayer de contenir cette progression, n'est-ce pas? L'IA peut devenir dangereuse à certains égards. Mais en même temps, nous sommes une société, comme je l'ai dit, de manque de spiritualité. Nous sommes dans un vide existentiel. Mais nous sommes en hypertrophie cérébrale. C'est-à-dire qu'on a arrêté de réfléchir. Oui. On a arrêté de mémoriser, puisque nous avons toutes les technologies. De lire. Et, oui, et puis en plus, nous n'écrivons même plus, nous parlons. Maintenant, nous avons des athlètes ou une société que nous avons un manque épistémologique par rapport à la motivation. Et donc, le premier programme, ce qui peut apporter, c'est des outils, c'est de renforcer cette motivation et de travailler sur la partie conative. Quand on parle de conative, on parle de conation, on parle de conatus, c'est-à-dire la volition de vouloir agir. D'accord. C'est de mettre les efforts pour. On n'est plus dans l'intention, on est vraiment animé par cette volonté de se surpasser. C'est la première règle. Donc, si j'ai bien compris, l'intention à elle seule ne suffit pas. Non. Il faut aussi développer cette volonté de faire. Volition. D'accord. Ouais. Alors, on a parlé de cerveau, on a parlé de son lien avec la performance. Pour aller vers, je dirais, la fin de notre échange, comment on peut entretenir et préserver notre cerveau tout au long de la vie? Alors, pour arriver vers la fin, je vais juste vous montrer, par exemple, ici à Paris, un centre data, c'est inimaginable en capacité. Je dois quand même, Hassan, vous arriver avec le deuxième. Je vous ai parlé que le cerveau, il avait un côté de stockage, mais il a aussi une capacité de calcul. Me permettez-vous de compléter avec le calcul? Bien sûr. Alors, la puissance de calcul, je vais être rapide. Là, on parle plus d'octets, on parle de flops. C'est des floating operations per second. Alors, pour faire rapide, les plus puissants supercalculateurs que nous avons au monde sont aux États-Unis. Les 3 plus forts. On a par exemple le L-Captain avec 1.7, on a le Frontier avec 1.5, et puis on a le Aurora avec 1.2. En Europe, il y en a un, c'est Jupiter, c'est 3600 mètres carrés. C'est 20 mégawatts. C'est 1 million de téléphones super intelligents qui travaillent en même temps. En même temps. Eh bien, cette unité d'hexaflop, c'est ce qu'il faut pour simuler le cerveau. D'accord. Ne me dites pas que le cerveau est plus puissant que ces calculateurs. C'est ça qu'il faut chercher. Pour essayer de simuler le cerveau, il a fallu mettre des supercalculateurs. On est dans l'hexaflops. Donc, maintenant, si vous voulez renchérir par rapport à ce que vous disiez, on a le terme, là, je vais l'illustrer. On a un exo-univers, nous partageons, nous avons notre endo-univers en tant qu'adulte.
Et là, vous voyez à gauche, c'est une dame qui porte son enfant, mais cet enfant, pour arriver adulte, va se développer. Et donc, cette expérience de vie, on ne s'y intéresse pas assez. C'est pour ça que quand nous allons sélectionner un athlète, déjà pas lui faire croire des choses, le faire espérer, parce que dans le fond, il va pas obtenir, essayer de comprendre qui est-il, mais comment fonctionne-t-il. C'est là le problème qu'on a dans la plupart des organisations. On dit à un athlète, tu fais ça, donc qu'est-ce qu'il perçoit, le côté affectif cognitif et l'action. S'il fait une bonne action, c'est bon. Si l'action est contraire à ce qu'on attend, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la cognition. D'accord. Non. C'est l'élément manquant, il faut regarder qu'est-ce qui est passé au niveau conatif. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, professeur, c'est de dire, dans je dirais, la sélection des athlètes à haut potentiel technique, il faudrait un accompagnement psychologique pour vérifier son projet et pour vérifier en quelque sorte ses tendances psychologiques et sa capacité à, je dirais, conduire ce projet sportif jusqu'au bout ou bien jusqu'à la haute performance. Exactement. D'ailleurs, la préparation psychologique, il y a une confusion entre la préparation psychologique et la préparation mentale. D'accord. La préparation psychologique, c'est un écosystème. Oui. Nous avons l'athlète, nous avons l'encadrement, nous avons la fédération, l'équipement de support, d'accord? Et puis tout ça converge vers un dossier. Ce dossier, c'est le projet de l'athlète. D'accord. Aller aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde. La préparation mentale, c'est l'athlète avec lui-même. Donc, il faut lui donner les outils. D'accord. Alors, quand vous dites l'athlète avec lui-même, lors de l'entraînement mental, il y a aussi des spécialistes de l'entraînement mental pour accompagner les athlètes. Mais c'est un travail sur l'athlète et non pas sur tout l'environnement autour de lui. C'est ce que vous voulez dire? Exactement. Et même, je dirais que dans la préparation mentale, il y a lieu d'améliorer les préparations mentales existantes, c'est-à-dire de les renforcer. Il n'y a rien à changer, mais à optimiser leur potentiel des préparateurs mentaux avec les nouveaux concepts de la recherche qui a été fournie par les neurosciences. Je reviens à ma dernière question, parce que je ne l'ai pas oublié. Comment entretenir un cerveau tout au long de sa vie? Alors, à part si vous avez d'autres choses à rajouter. Oui, en fait, désolé, mais le stress cognitif, c'est déjà la limite. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est issu d'une représentation mentale de l'athlète, donc il est dans son univers, et c'est une situation qui peut être imaginée ou réelle. Et comme je vous ai dit, les frontières, c'est la raison. D'accord. Donc, un athlète, il fait face à la demande, il faut qu'il mette en avant ses ressources, et puis il a le temps imparti pour agir. Donc, vous voyez cette image, c'est une concentration de 2 neurotransmetteurs. Je vais aller plus rapide parce que peut-être que le sujet il est un petit peu long, mais ça, on peut pas le contrôler. Donc, lorsqu'on stresse, dans le cerveau, il y a une réaction avec la dopamine, la noradrénaline. Quand la concentration est en excès, ça vient contaminer le flux entre le système limbique et le cortex préfrontal. Et à ce moment-là, ça vient altérer le travail neuronal dans une certaine mesure et la capacité de prise de décision. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, un stress intense Oui. peut aussi inhiber cette capacité du cerveau et peut, je dirais, poser une limite au cerveau. C'est bien ça? Carrément, vous paralysez. Perdre le potentiel de maîtrise, vous n'allez pas plus loin. Ça a été analysé largement dans le système de l'aéronautique, aérospatiale, et dans la médecine intensive. D'accord. À partir du moment que la demande excède les ressources et le temps imparti qui est trop court, vous perdez votre potentiel de maîtrise, vous n'êtes plus en progression cognitive, vous êtes en rétrogression, l'amygdale va alarmer et à ce moment-là, vous perdez le contrôle. D'accord. Alors, rapidement, ça c'était le fameux représentation mentale avec passer le bocal de verre. Alors, à votre question, comment se contient ce cerveau? D'abord, il est magnifique ce cerveau. Vous avez vu qu'il peut compétitionner en termes de stockage et en termes de calcul, mais il n'y a pas de pièce de rechange. Effectivement. Non, vous ne pouvez pas commander une boîte de stockage avec un hippocampe. En tout cas, pas encore à l'heure actuelle, peut-être avec la médecine dans quelques générations. Vous ne pouvez pas commander, si vous avez un problème de calcul, le cortex préfrontal. Donc, il faut en prendre soin. Et je reviens avec la première règle, le sommeil. D'accord. L'hygiène de sommeil. Si vous n'avez pas d'hygiène de sommeil, vous n'avez pas d'athlète, vous n'avez pas de bons étudiants non plus. D'accord. L'étudiant... Donc, ça, c'est important, insister.
un des meilleurs moyens pour prendre soin de son cerveau, c'est le sommeil. C'est le sommeil. D'accord. Et ce sommeil, il est régi par des Zeitgebers, ce qu'on appelle des indicateurs, des triggers. C'est justement le jour, nuit, jour, nuit. Soit vous êtes en phase ou vous n'êtes pas en phase. D'accord. Donc, si vous ne tenez pas compte de cette hygiène de sommeil pour des raisons que je vous expliquais hormonales, Oui. votre performance mentale, je ne vois pas comment vous allez y parvenir. Si je vérifie avec vous, professeur, donc le sommeil, si j'ai bien compris, sommeil de qualité, sommeil qui est aussi en synchronisé à notre, je dirais, chronobiologie, oui, à notre rythme circadien. Oui, oui. D'accord. Dès que vous désynchronisez... Donc, c'est pas le sommeil anarchique où je dois dormir à n'importe quel moment, je fais une nuit blanche et je dors la matinée. C'est pas ça on parle de sommeil de qualité qui est en cohérence avec notre rythme naturel et biologique. Mais votre remarque, elle est pertinente, Hassan, sur ce point. On le voit avec des pilotes. Oui. Alors, le vrai sommeil, il faut qu'il soit constructif. Bien sûr. C'est entre 6 à 8 heures. D'accord. Et il faut que ça soit la nuit pour les raisons que je vous expliquais, hormonales. Hormonales. D'accord. Vous allez me dire, oui, mais moi, je rentre tard d'un travail de nuit et je me couche immédiatement le matin. Voilà. Vous allez vous réveiller, vous aurez moins dormi et puis vous aurez moins de sommeil paradoxal pour des raisons chronobiologiques. D'accord. Mais si vous arrivez à midi, vous dites, je vais aller me coucher, l'après-midi, vous allez dormir très peu, peut-être 4 heures, mais votre sommeil paradoxal, il n'a pas été optimisé. D'accord. Voyez-vous? Et si vous persistez dans une désynchronisation au niveau de l'hygiène du sommeil, non seulement votre capacité athlétique, il n'y en aura pas, vos capacités académiques, elles vont être altérées, puis si vous persistez, alors vous allez rentrer à développement de l'obésité, diabète de type 2, vous allez accélérer peut-être le processus d'Alzheimer, etc., etc. Donc la deuxième chose pour bien dormir, c'est la nourriture. C'est une alimentation équilibrée. Si vous avez une mauvaise alimentation, ou vous mangez trop avant de dormir et tout, ça va impacter. C'est relié. Tout ça contribue à préserver le cerveau. Après, il y a l'activité physique. Quand on est dans l'athlétisme, il n'y a pas de problème. N'avez-vous pas entendu le dernier rapport du ministère de l'Éducation français qui date de hier, où on annonce que les élèves ont perdu 40% du potentiel physique et qu'ils vont optimiser maintenant, il faut regarder pour qu'ils fassent plus de sport à l'école. D'accord. Voilà. Et puis on arrive vraiment vers la fin, donc on a l'activité intellectuelle, il faut toujours mettre son cerveau en marche, ça va le préserver. Mais quand vous dites le mettre en marche, ça veut dire quoi? De la lecture, de faire des jeux Oui, c'est de travailler avec des jeux, c'est pour la plasticité cérébrale. D'accord. Et puis l'activité de socialisation. Souvent, il y a des personnes qui vont s'isoler. Et la socialisation, si vous manquez de socialisation, c'est un trigger qui est très sérieux pour peut-être développer plus tard une maladie d'Alzheimer. Et puis finalement, il y a l'activité spirituelle. Et oui, la prière, la méditation, on a besoin de cet équilibre spirituel pour performer. D'accord. Donc, pour résumer, notre cerveau, on peut s'appuyer dessus, il n'a pas de limites, ce sont les limites qu'on s'impose à nous-mêmes. Pour l'hygiène de notre cerveau, le sommeil, l'alimentation, et puis, bien sûr, vous avez parlé de l'exercice intellectuel, et puis la foi, la religion, la pratique spirituelle peut être aussi un outil, une nourriture pour préserver un cerveau en bonne santé. Alors, il y a le lien, on préserve le cerveau avec ce que je vous ai dit, mais si vous voulez un billet pour voyager loin, c'est le dernier, c'est le spirituel. C'est le spirituel. Et il faut comprendre que les champions, les championnes ne naissent pas dans des infrastructures sportives. Elles naissent à leur intérieur d'un désir profond, d'un rêve ou d'une vision. Donc c'est un objectif et c'est pas nécessairement quelque chose à atteindre. Ça sert surtout à avancer un objectif. Merci beaucoup, professeur Barbet. Nous arrivons à la fin de notre visioconférence. Un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de peut-être songer sérieusement, de laisser la place, moins de focalisation sur ce qu'on appelle les besoins qui sont mercantiles et plus posés sur les besoins spirituels. On reste sur cette belle conclusion de la spiritualité. Merci à vous. Merci d'être présent avec nous. Merci beaucoup pour notre équipe technique et notre équipe de réalisation. À très bientôt.